souhaitons, pouvons ou visons à résoudre grâce à nos technologies d'isolation sous vide pour l'énergie. Comme d'habitude, nous commençons toujours par cela. Même si nous pourrions débattre de la sémantique pendant des heures, pour faire simple, le changement climatique est scientifiquement lié aux émissions de carbone. C'est pour cette raison qu'on entend aujourd'hui tant de termes idéologiques comme Go Green, zéro émission nette, énergie, zéro mètre moins, zéro émission, durabilité, énergie renouvelable, énergie propre, faible émission de carbone, objectif de développement durable, et ainsi de suite. Et la plupart du temps, cela se résume à un exercice de cases à cocher, une liste d'ambitions truffées de jargon que l'on coche une à une, tandis que les vrais problèmes continuent discrètement de s'aggraver. Tout cela paraît prometteur sur le papier, mais en pratique, très peu de choses changent à moins d'agir là où cela compte vraiment. Mais l'objectif principal derrière tout cela est de trouver un véritable équilibre entre la réduction des émissions de carbone et la satisfaction de la demande énergétique mondiale croissante. Pourquoi ? Parce que nous construisons et nous développons sans cesse, et même la croissance démographique doit être soutenue. En réalité, des expressions comme zéro émission nette sont devenues la chute de presque tous les articles de recherche dans le secteur de l'énergie et de l'environnement bâti. Ironiquement, certains de ces articles finissent même par augmenter les émissions de carbone en réalisant des simulations interminables, souvent inutiles, qui ont peu ou pas de lien avec ce qui se passe réellement dans le monde réel. Pour parvenir à un véritable équilibre, il faut soit produire plus d'énergie grâce à des centrales renouvelables ou non renouvelables, soit réduire les pertes d'énergie. C'est là que l'isolation devient cruciale. Et parmi tous les types d'isolation, l'isolation sous vide est la plus performante, ce que nous allons examiner tout au long de cette conférence. Une analogie simple serait d'imaginer un seau percé de trop. Si l'on continue à y verser de l'eau, il faut de plus en plus d'eau rien que pour le garder plein. Mais si l'on réduit le nombre de trous, on réduit évidemment la perte d'eau. Dans cette analogie, l'eau représente l'énergie en kWh. Pourcentage approximatif de bâtiments qui ne sont pas isolés. Par exemple, mes recherches indiquent qu'au Royaume-Uni, il y a 20% de bâtiments qui ne sont pas isolés. Arabie Saoudite, 70%. Émirats Arabes Unis, 50%. Italie, 50%. Koweït, 20%. Qatar, 50 à 60%. Allemagne, 42%. Bahreïn, 60 à 70%. Et Oman, 90%. Maintenant, plus le pourcentage est élevé, plus la perte d'énergie de refroidissement ou de chauffage est importante, selon le climat. Pourcentage approximatif de bâtiments partiellement ou totalement isolés. Encore une fois, mes recherches indiquent qu'au Royaume-Uni, environ 40% des bâtiments sont soit partiellement isolés, soit totalement isolés. Arabie Saoudite, 5 à 10%. Émirats Arabes Unis, 50%. Italie, 20 à 30%. Koweït, 50%. Qatar, 10%. Allemagne, 28%. Bahreïn, 10%. Et Oman, 10%. Ici, plus le pourcentage est bas, plus la perte d'énergie de refroidissement ou de chauffage est importante. Bien sûr, les prix de l'énergie au Moyen-Orient sont bien plus bas en raison de tarifs réduits, et le rapport coût-bénéfice peut donc sembler différent. Alors, en dehors des initiatives nationales en matière d'efficacité énergétique, pourquoi devrions nous isoler si cela ne fait qu'augmenter le coût de construction? Une question très importante. Donc, les raisons concrètes sont les suivantes. Premièrement, réduire la perte d'énergie de refroidissement diminue la charge de la climatisation, ce qui permet de l'éteindre par moment, prolongeant ainsi sa durée de vie et réduisant les coûts de réparation onéreux. Deuxième raison, d'un point de vue national,
Réduire la perte d'énergie de refroidissement diminue la demande énergétique et permet d'économiser les combustibles fossiles. Même une économie de 10% pourrait équivaloir à la production d'une centrale d'énergie renouvelable. Troisième raison, les prix de l'énergie continuent d'augmenter alors que les bâtiments durent des siècles. Pas pour une décennie, ni pour 50 ans, mais pour des siècles. Ainsi, la décision prise aujourd'hui aura un impact sur les générations futures. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où de nombreux foyers restent non isolés. Les coûts de l'énergie y figurent parmi les plus élevés au monde, obligeant à faire le choix difficile entre se chauffer ou se nourrir. Quatrième raison, l'humanité progresse naturellement, passant d'une innovation qui était bonne par le passé à une autre, meilleure pour le présent et l'avenir, jusqu'à ce qu'une solution encore plus performante apparaisse. À l'heure actuelle, l'isolation sous vide représente le présent et l'avenir. Imaginez maintenant un immeuble résidentiel sans isolation dans un climat chaud, disons 40 degrés Celsius. En ce moment, au mois de juin 2025, alors que j'enregistre cette vidéo, la température à Riyad est d'environ 44 ou 45 degrés Celsius. Mais imaginons que, lorsque la climatisation fonctionne, l'ambiance est agréable. Il n'y a rien à craindre. Mais que se passe-t-il lorsque la climatisation est coupée pendant quelques heures dans la journée? Ce même espace peut alors finir par se transformer en véritable four. Si le même bâtiment, par exemple, ou si le bâtiment est fait de magnifiques vitres brillantes, dans les mêmes conditions, il pourrait facilement se transformer en véritable four. Au cas où vous seriez un promoteur immobilier ou un décideur dans la construction de bâtiments, voici une question pour vous. Quel est votre argument de vente unique par rapport aux autres? La plupart des constructions neuves ou anciennes sont commercialisées avec le discours habituel, des équipements de luxe, des brochures brillantes et de belles publicités. Mais lorsqu'un acheteur pose une question simple, comment le bâtiment est-il construit? Quels matériaux sont réellement utilisés dans l'appartement que je prévois d'acheter? Par exemple, la réponse est souvent vague, sans détail précis, une promesse creuse plutôt qu'une réponse concrète. Mais le fait demeure, c'est toujours l'acheteur, le client, qui finit par payer les factures d'énergie. Les personnes qui achètent aujourd'hui prendront un jour leur retraite, et lorsque les revenus réguliers ne seront plus là, les coûts énergétiques feront toujours partie de leur vie. C'est un élément qu'ils devront prendre en compte pendant leurs années de retraite. C'est pourquoi un bâtiment doit être économe en énergie et bien isolé. Eh bien, nous utilisons du béton et des briques dans la construction des bâtiments, et bien sûr, c'est nécessaire, car les bâtiments que nous construisons aujourd'hui sont censés durer des centaines d'années. Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront un impact direct sur la vie des générations futures qui vivront dans ces bâtiments. Prenons le Royaume-Uni comme exemple. Nous avons des milliers de bâtiments historiques et anciens construits il y a des décennies, voire des siècles. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui considérés comme difficiles à traiter ou à rénover et ils consomment beaucoup plus d'énergie de chauffage simplement pour garder l'intérieur chaud. Avec le Royaume-Uni qui affiche désormais certains des prix de l'énergie les plus élevés au monde, nous voyons s'incarner l'expression bien connue « se chauffer ou manger ». Une réalité difficile en pleine crise du coût de la vie. Le mur en béton, commençons par la conductivité thermique qui mesure la facilité avec laquelle la chaleur peut traverser un matériau. Si un matériau possède un coefficient de conductivité thermique très élevé, comme le mur en béton qui atteint 1630 mW par mètre par Kelvin, il laisse la chaleur le traverser rapidement.
La valeur U, ou transmission thermique, mesure la quantité de chaleur qui traverse un élément de construction, comme un mur, une fenêtre ou un toit. Dans ce cas, le mur en béton présente une valeur U plus élevée de 3,4 watts par mètre carré par Kelvin. Plus la conductivité thermique ou la valeur U est faible, meilleure est l'isolation et moindres sont les pertes. Cela pourrait signifier que la plupart des bâtiments que nous avons, eux, au Royaume-Uni sont soit en murs de briques pleines, qui ont une conductivité thermique d'environ 840 milliwatts par mètre par Kelvin et une valeur U de 2,3. C'est un peu mieux qu'un mur en béton, mais il y a encore beaucoup trop de chaleur qui le traverse. Nous allons examiner tout cela lorsque nous appliquerons un panneau isolant sous vide. Ce mur creux, qui est assez, courant de nos jours dans les nouvelles constructions, a une conductivité thermique d'environ 380 et une valeur U de 1,5 watts par mètre carré par Kelvin. C'est mieux que les murs en briques pleines ou en béton, mais il y a encore une perte d'énergie considérable que nous pouvons et devrions réduire. Plus tard, nous verrons comment ces chiffres peuvent être réduits grâce à l'isolation sous vide à des niveaux qui illustrent vraiment ce que signifie l'efficacité énergétique ou lorsque nous minimisons les pertes d'énergie de chauffage ou de refroidissement. Alors, quelles sont les limites des matériaux isolants conventionnels? Lesquels sont-ils et pourquoi? Nous allons commencer par notre fameux isolant. J'espère que nous pourrons régler cela une bonne fois pour toutes. Le PSE, polystyrène expansé, a été inventé en 1949 en Allemagne et est largement utilisé depuis pour l'isolation et l'emballage. C'est un type de polymère thermoplastique comme celui-ci. Voilà! Comme le PSE et le XPS, cependant, il est inflammable et peut facilement prendre feu, avec une classification au feu de classe selon la norme BS en 135 011. Même traité avec des retardateurs de flamme, sa résistance au feu reste limitée. Il offre des performances thermiques inférieures par rapport à d'autres matériaux isolants. De plus, le PS se dégrade lorsqu'il est exposé à l'humidité et à la température ambiante, ce qui le rend moins durable avec le temps. En outre, il peut attirer des insectes comme les fourmis et les araignées, et des champignons ou des moisissures peuvent s'y développer. Dans les bâtiments de grande valeur, utiliser du PSE implique qu'il faut anticiper des coûts de rénovation futurs, car il devra probablement être remplacé après quelques années. Il nécessite également une plus grande épaisseur pour fournir l'isolation requise, ce qui occupe un espace précieux. Bien sûr, le PS serait peu coûteux à l'achat et facile à découper sur place, mais il ne faut pas négliger ses performances à long terme ni les risques associés. Le panneau isolant PIR est un type de polymère thermostable, une forme de plastique. Il offre une meilleure résistance thermique que le PSE, mais il doit tout de même être assez épais pour garantir de meilleures performances. Le PIR possède une classification au feu de classe B selon la norme BS en 135 011, ce qui signifie qu'il offre une meilleure résistance au feu que le PSE. Cependant, il reste inflammable et peut prendre feu dans des conditions extrêmes. Le PIR a également tendance à attirer la poussière, et bien qu'il se dégrade plus lentement que le PS lorsqu'il est exposé à l'humidité ou à des variations de température, il montre tout de même des signes d'usure avec le temps. Le PIR est plus cher que le PS et sa taille plus volumineuse ainsi que son poids plus élevé signifie que le coût de transport doit également être pris en compte et est généralement plus important. Cela en fait donc une option moins rentable dans de nombreux cas. Il peut être découpé sur place pendant la construction, ce qui est pratique, mais si l'on prend en compte le prix plus élevé,
les difficultés de transport et le fait qu'il reste combustible et sujet à une dégradation à long terme, le PIR devient un choix moins attrayant pour de nombreux projets de construction, malgré sa légère amélioration en matière de performance thermique et de résistance au feu. La laine de roche minérale est souvent saluée pour sa résistance accrue au feu. Elle peut atteindre une classification au feu A1 selon la norme BS en 13501, ce qui signifie qu'elle est incombustible. Cependant, au-delà de la performance au feu, il existe des limites importantes à prendre en compte. Tout d'abord, elle doit être plus épaisse, ce qui nécessite plus d'espace. Et si l'on l'examine au niveau microstructural, la laine minérale possède une structure fibreuse ouverte qui retient facilement la poussière, la vapeur d'eau et les particules d'eau en suspension dans l'air. Avec le temps, cela crée un environnement propice à la nidification des insectes et au développement de champignons ou de moisissures, en particulier dans les espaces humides ou mal ventilés. Cela peut entraîner des odeurs désagréables, une diminution de la qualité de l'air et une dégradation des performances isolantes en raison de l'humidité piégée à l'intérieur. Bien que la laine minérale offre de bonnes performances en matière de résistance au feu, son exposition à la contamination biologique et à la détérioration liée à l'humidité la rend moins idéale pour des applications fermées à long terme, en particulier lorsque le contrôle de la vapeur est essentiel. De même, la laine de verre minéral est largement utilisée dans la construction de bâtiments et elle est reconnue pour son incombustibilité, obtenant souvent une classification au feu A1 selon la norme BS en ISO 135011. Comme la laine de roche, elle doit également être plus épaisse, ce qui nécessite plus d'espace. Cependant, lorsque l'on examine ses limites pratiques et microstructurales, plusieurs préoccupations apparaissent. Sa structure fibreuse ouverte la rend très absorbante à la vapeur d'humidité. Avec le temps, elle peut piéger la poussière, la saleté, les insectes et les polluants présents dans l'air. Cependant, la vapeur d'humidité est l'un des points importants à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'isolation. Cependant, la durée de vie est plus courte. Dans des conditions humides ou dans des zones mal ventilées, cela peut entraîner la formation de champignons et de moisissures, ce qui peut provoquer une odeur désagréable et compromettre la qualité de l'air intérieur. L'humidité accumulée peut également augmenter la conductivité thermique de l'isolant au fil du temps, même s'il offre de bonnes performances en termes de résistance au feu et de coût initial. La laine de verre est sensible aux conditions environnementales. Sans pare-vapeur adéquate et sans entretien, elle peut se dégrader, perdre de son efficacité et devenir une source de contamination biologique, ce qui la rend moins adaptée aux applications scellées à long terme ou en forte humidité.